Bien de fois, dans des problèmes de prédiction, on s'intéresse parfois à déterminer une valeur à partir d'autres caractéristiques. Imaginez-vous que vous voulez déterminer le prix d'une maison à partir des caractéristiques comme sa superficie, sa localité, là où la maison en principe est située. Et on a tendance à dire que, OK, plus une maison a une grande superficie et qu'elle est située dans une région chic, c'est-à-dire qu'il y a un fort potentiel économique, elle a tendance à être plus chère. Et donc, en général, pour des problèmes de prédiction, on a un modèle comme la régression linéaire qui nous livre justement un modèle linéaire. Et cela, en général, s'obtient de façon intuitive lorsqu'on regarde la distribution des données. Lorsqu'on a des données distribuées de façon à ce qu'on peut penser que justement ces données-là sont reparties de façon linéaire aussi. On peut se dire intuitivement, il y a une droite qui approxime le processus de génération des données. N'oubliez pas, lorsqu'on a les données, le travail qu'on a à faire, c'est de déterminer ou d'approximer le processus qui nous permet de générer ces données-là. Et donc, en général, on passe par un scatter plot pour voir la distribution des données. Donc, ici, on a plus tendance, du moins dans ce graphe 1, à plus penser que les données sont distribuées de façon linéaire qu'à ce graphe G2 où on pourra avoir des données distribuées de cette façon ou intuitivement c'est distribué de façon polynomiale. Donc, il y a aussi bien la régression polynomiale que la régression linéaire. Et donc, ici, on va voir la régression linéaire. Et donc, le modèle qu'on se donne, c'est que la valeur prédite, c'est-à-dire la variable expliquée, euh, se donne en fonction des observations de façon linéaire, représentées ici par le coefficient bêta, plus un certain bruit. C'est-à-dire, on va se dire que, OK, on n'a pas parfaitement de la linéarité, comme on le voit ici. On a des petites déviations par rapport à cette droite qui est exprimée ici par le epsilon, qui est l'erreur, qui est une loi normale centrée de dimension P, on va dire, de matrice de variance la matrice sigma carré identité de P, où grand X est une matrice de RMP et bêta, c'est le vecteur justement à déterminer. Bêta appartient à RP. X, c'est la matrice des observations. En général, c'est représenté par X1, 1, X1P. Donc ça, c'est pour l'individu X1. Donc, on a l'individu X1 qui a ses caractéristiques de X1 jusqu'à X1P. Dans le cas de la prédiction du coût d'un immeuble, X1 peut être sa superficie, tandis que XP peut être bien d'autres choses, peut-être le nombre de niveaux, ainsi de suite jusqu'à la énième observation. Donc, la matrice X encode les observations euh, recueillies, c'est-à-dire ce sont des données. Et l'idée de la régression linéaire, c'est de déterminer justement ce bêta. Et donc, pour déterminer ce bêta, on va passer par l'estimation des moindres carrés. Et donc, le bêta noté LS va appartenir à l'argument min lorsque bêta appartient à RD de 1 sur n. On va dire, une parenthèse, 1 sur n, norme de y moins x bêta au carré. Dans notre modèle, ne l'oublions pas, c'est y est égal à x bêta plus epsilon. Epsilon, c'est l'erreur. Et on essaie de déterminer bêta pour que cette différence au carré en norme euclidienne, y moins x bêta, soit la plus petite possible. C'est-à-dire, on aimerait vraiment que le y colle aussi parfaitement que l'on veut de x fois bêta, de sorte que l'hypothèse epsilon, qui en moyenne soit zéro, soit vérifiée.
Et donc, pourquoi je mets appartenir ici, c'est très important, c'est en fait que ce bêta n'est pas unique. Il n'est pas unique, on va le voir. C'est-à-dire, on n'est pas toujours sûr qu'on a un seul minimum, donc ça peut être un ensemble dont l'estimateur des moindres carrés ordinaire euh, appartient à cet ensemble-ci. Et donc, ce qu'on va inférer, ce qu'on va dire, on peut le prendre comme un théorème, c'est que si cette quantité existe et est unique, si cette quantité existe et est unique, alors bêta des estimateurs de moins carré est donné par x transposé fois x inverse x transposé y, pour autant que cette matrice soit inversible. Donc ça, c'est un résultat fort intéressant. Ça nous dit tout simplement que pour la régression linéaire, lorsqu'on a notre variable cible, peut être des prix des maisons ou bien du coût de chaque maison, en fonction de nos données, ça ce sont nos observations. Alors pour peu que x transposé fois x soit inversible, alors on a exactement notre estimateur, l'estimateur du bêta en question. Et donc on va démontrer ça. On va démontrer effectivement que l'estimateur de moins de carré est très exactement satisfait cette formule. Alors, pour ce faire, on va poser une fonction f de bêta, qui est tout simplement 1 sur n. Et ça, c'est un classique en général en stats. Du moins, ça, c'est une vision assez nouvelle. C'est que pour tous ces problèmes d'analyse multivariés, faut en général voir cela comme des raisonner avec ces problèmes comme des matrices. Et donc, on pose f de bêta égale à 1 sur n, norme euclidienne de y moins x bêta au carré. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire cette fonction. N'oublions pas, hein, c'est un petit rappel. Donc, ça va faire y x bêta transposé y moins x bêta. Donc, ça, c'est un petit rappel. Norme de x au carré, c'est toujours x transposé x. Donc, c'est le produit scalaire entre x et x. Donc, ça, c'est encore les mêmes notations. Donc, on décompose f de cette façon. Et ce qu'on va faire par la suite, c'est développer toute cette quantité-là. Donc, on a f de bêta qui est égal à 1 sur n y moins x bêta transposé y moins x bêta qui est égal à 1 sur n y transposé moins bêta transposé x transposé. La transposée du produit, c'est le produit des transposés en inversant fois y moins x bêta. Donc, ceci donne 1 sur n y transposé y moins y transposé x bêta moins bêta transposé x y plus bêta transposé x bêta. Et donc, au final, si on réécrit ça, ça va nous donner 1 sur n, norme de y au carré, moins 1 sur n, y transposé x bêta, moins 1 sur n, bêta transposé x, y, x transposé, moins 2 fois 1 sur n fois 1 demi bêta transposé x bêta. Alors, je mets le 2 pour qu'on puisse justement utiliser des propriétés de cette forme quadratique. Ça, c'est une forme quadratique. Donc, on peut appeler ça, on va dire Q de bêta. C'est une forme quadratique.
Et donc, vu qu'on veut déterminer la valeur de bêta S qui minimise plus ou moins la norme au carré enfin, la norme de f bêta, il suffit de regarder le gradient de f par rapport à bêta. Et pour regarder le gradient de f par rapport à bêta, il faudrait regarder le gradient de q bêta. Et donc, le rappel, c'est lorsqu'on a une forme quadratique, qx définie par 1,5 de x transposé AX, où A est une matrice symétrique définie positive, alors le gradient de Q en X, c'est tout simplement AX. Donc, on va appliquer cette formule à Q bêta et donc par conséquent F bêta. Si on regarde le gradient de F en bêta, là, ça fait 0. Ici, ça nous donne très exactement moins 1 sur n y' x. Vous pourriez démontrer que ça donne ce résultat. Ici, ça donne moins 1 sur n. Le gradient par rapport à bêta ici, ça nous donne, ici on a fait des bons calculs, vérifie 1 sur n norme de x, y prime, x bêta, moins 1 sur n, bêta prime x, y. Ok, vous aurez compris qu'on peut réécrire ceci d'une autre façon. Donc, on peut réécrire cette expression en x bêta transposé y. Et donc, comme c'est un produit scalaire, on peut renvoyer le prime sur le y. Et donc, ça va donner y prime transposé, enfin, y transposé, c'est ça le prime, x bêta. Et c'est très exactement cette quantité. Et donc, en faisant le gradient, on obtient deux fois. Ici, oui, c'est ça, deux fois, c'est plutôt là. Donc, deux fois pour ça et ça. Et là, on applique la propriété qu'on a rappelée plus haut. Et donc, ça nous donne tout simplement 2 sur n, x prime, x bêta. Alors, condition nécessaire pour minimiser un fonctionnel, c'est qu'il faut nécessairement que le gradient de f en bêta soit nul, ce qui implique que moins 2 sur n y transposé x moins 2 sur n x transposé x bêta, c'est égal à 0. Et donc, ça veut dire tout simplement, c'est-à-dire que y transposé bêta est égal à x transposé x. On revient à la page. On a là, donc, c'est-à-dire ici, ça nous donne x prime bêta prime x y. Et donc, le gradient nous donne x prime y. C'est x prime y. Donc là, on a fait une petite erreur. En principe, il faut plutôt réécrire cette quantité de cette façon-ci. Et donc, c'est le gradient de cette expression qui nous donne exactement x prime y. Ah non, ici, ça n'existe pas.
Donc là, c'est x prime. Donc on va supprimer ça. On va supprimer ça. Et là, c'est 2 fois x prime y. Donc, voici ce qu'on obtient. 2 fois x prime y. Donc, c'est un petit rappel. Donc là, c'est nécessairement un rappel que je devrais faire. Rappel si g de bêta est égal à bêta prime x, alors le gradient de g de bêta, c'est tout simplement, comme on l'a vu ici précédemment, comme on l'avait ici précédemment, ici on a bêta prime x transposé. Donc là, c'est un vecteur, n'oublions pas, x prime sur une matrice, ça c'est un vecteur. Bêta prime fois ça, c'est un produit scalaire. Lorsque je calcule le gradient de ceci, alors j'obtiens ce vecteur. Et donc là, on a plus ou moins un produit scalaire. Dans ce cas, on va prendre le x, un vecteur. Donc, c'est pas le même x que le précédent. Quand je regarde ça, ça me donne x. Le gradient, ça me donne très exactement x. Donc, pour vérifier ça, vous regardez la dérivée partielle de bêta par rapport à bêta i. Ça va vous donner xi pour tout i allant de 1 jusqu'à p. Et donc, le gradient vous donne tout simplement ceci. Et donc, on obtient ceci. Donc, ici, c'est pas y' bêta, mais c'est x' y et là, c'est bêta. Et donc, voilà plus ou moins l'équation qu'on obtient. Ça ressemble à une équation de la forme ax est égal à b. Et on a une solution unique si et seulement si A est une matrice inversible. Et dans ce cas, x s'écrit A-1b. Et donc, si on applique ça ici, et comme on l'a dit, c'était l'hypothèse du théorème, si la solution est unique, nécessairement, cette matrice est inversible, ou si la matrice est inversible, on a une solution unique. Et par conséquent, bêta cherché, c'est tout simplement x transposé x moins 1, x prime y. Et donc, voilà le résultat. Et d'un point de vue computationnel, c'est-à-dire de façon informatique, ça c'est quelque chose qu'on ne fait jamais en optimisation. C'est-à-dire en général, dans la machine, lorsqu'on veut résoudre ax plus b, en général, on s'efforce à éviter d'inverser la matrice A parce que ça prend énormément de temps. C'est-à-dire, ça a une complexité de l'ordre de O puissance N3, c'est-à-dire ça croît de façon cubique par rapport à la taille de matrice. Donc, si la matrice est de taille, disons, 100 ou 1000, on est déjà à 1000 puissance 3 d'opérations pour inverser au final cette matrice et c'est très coûteux. Donc, en général, en pratique, on passe pas de façon plus efficace par des méthodes itératives, soit en utilisant les sous-espaces de Krylov. Et si ces notions vous intéressent, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. On aura dans les prochaines vidéos des explications plus détaillées sur la résolution de tel système. Mais sinon, voilà justement, dans le cadre de la régression linéaire, l'estimateur cherché. Donc, on trouve bêta ls est égal à x transposé x moins 1 x transposé y. Donc, c'est la formule. Et donc, en faible dimension, c'est-à-dire lorsque le nombre d'échantillons est largement supérieur au nombre de caractéristiques, ce sont des formules qu'on utilise en général parce que le x transposé x vérifie de bonnes propriétés. C'est une matrice symétrique définie positive. Donc, ça nous permet de résoudre ça de façon classique. Mais bien de fois, cette matrice n'est pas inversible. Et il faut faire recours à des méthodes de régularisation. Et c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo avec les estimateurs de Ricci et de Lasso. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine pour la prochaine vidéo. Merci.